comment ça va? Éric, tu passes combien d'heures par jour dans ta voiture? Tout dépendant des jours, des fois c'est entre 8 et 10 heures. 8 et 10 heures. 8 et 10 heures par jour, mais je suis pas un taxi, là. Je fais des transports privés de l'aéroport à n'importe quel hôtel ou n'importe quel lieu. Je fais aussi des tours guidés. Où ce que la personne veut aller, je vais les amener. Ah oui. On va tout parler de ça tout à l'heure, là, ici, avec moi qui tiens le téléphone. Ça fait comme un écran qui bouge. C'est ça bouge pas mal. Alors, voilà, c'est Éric dans son milieu de travail. Sa voiture, elle est très, très propre. Ça sent bon, c'est agréable. C'est une voiture neuve. Oui. J'ai eu un service avec Éric aujourd'hui pour aller magasiner une bicyclette. Hein? Alors, Ça n'a pas vraiment fonctionné. non, mais j'étais contente de l'avoir parce que c'est vraiment une personne qui est fiable, qui connaît la route, sinon il a un GPS. Alors, j'étais très bien guidée aujourd'hui. Merci, Éric. Ça fait plaisir. Là aussi. Éric se donne à 100% dans son service pour satisfaire tous ses clients. Je reçois Éric en entrevue tout à l'heure dans les entrevues inspirantes de Cathy. Ne manquez pas ça. Je vous le présente en bonne et due forme et il a vraiment une vie remplie d'anecdotes intéressantes. Éric est un gagnant. Salut, ça va? Oui, toi? Ouais. Allez, bien. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy à Playa del Carmen. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne que je trouve remarquable par son dynamisme, mais aussi par où il a passé. Pour vous démontrer que ce n'est pas ce que tu as vécu quand tu étais jeune qui fait qu'est-ce que tu dois être en étant adulte. Alors, je vais vous présenter Éric Monpin. Il habite Cancun depuis bientôt 14 ans. Alors, on va en apprendre un peu plus sur sa vie, un peu plus sur son histoire. Je vous présente Éric Monpin. Bonjour Éric, merci de participer à mes entrevues inspirantes pour nous raconter ton histoire, que je trouve très inspirante d'ailleurs. Cathy, oui, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Merveilleux. Éric, toi, tu habites le Mexique depuis près de 14 ans. Tu t'es créé une belle vie ici dans le milieu touristique. Mais avant ça, tu as eu un parcours, une enfance assez difficile, un parcours tumultueux aussi. J'aimerais ça qu'on en parle un peu pour inspirer des gens parce qu'il y en a beaucoup qui croient que parce qu'ils ont une difficulté dans la vie, que ça va continuer éternellement, mais c'est faux. Quand on utilise son pouvoir intérieur, tout est possible de se sortir de mes aventures comme tu as déjà eu dans ta vie. Je sais parce qu'il m'en a parlé un peu auparavant. Mais toi, tu n'as pas eu vraiment des parents qui ont été près de toi. Je pense que ta mère est partie, tu étais très jeune. Hein? Oui, exact. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Raconte-nous ton parcours de vie, tiens. Parfait. Bon, moi, disons que mon enfance n'a pas été très ordinaire comme les autres parce que, premièrement, je suis au Québec. Mon père était protestant. Tandis que toutes les autres familles étaient catholiques. Ma mère était aussi catholique. Donc, je ne sais pas, dans leur vie, à mes parents, il est arrivé quelque chose où ma mère a décidé une journée de partir. Elle est partie, j'avais 2 ans, j'avais un frère de 11 mois, j'avais une sœur de 3 ans, une sœur de 4 ans, puis un frère de 6 ans. Mais ça, est-ce que c'est parce que ta mère avait un problème de dépression pour vous laisser comme ça ou bien? Je sais pas. Écoute, il y a 2 côtés toujours sur une histoire. J'entends des histoires parce que quand j'ai eu 16 ans, environ 16 ans, elle est réapparue dans
dans ma vie. Puis à part ça, ben, j'ai pas réellement su pourquoi. Puis ce que j'ai pu comprendre de mon père non plus, c'était pas réellement la vérité, ou ça l'était peut-être, mais en tout cas, c'est sur des problèmes matrimoniaux, il y en a dans toutes les couples. Disons que dans les années, je parle 1965, c'était presque nul comme problème dans les foyers. Les parents divorcés, c'était très rare. On était vraiment là, pas persécutés dans les écoles, mais c'était, disons, mal vu. Puis en plus, j'étais dans des écoles catholiques parce qu'il y avait. Qu'est-ce qui était mal vu? Ben, c'était mal vu d'être protestant. C'était mal vu d'être divorcé. C'était mal vu que tu n'avais pas tes deux parents à la maison. Est-ce que tu veux dire que toi, tu as eu des difficultés à l'école parce que ton père était protestant puis que ta mère vous a quitté quand tu étais jeune? Ben oui, certainement. Dans le sens que du bullying, ça existait dans ce temps-là. Puis c'est te faire dire que tes parents sont pas ensemble. Puis Du bullying, c'est quoi? du bullying, ça veut dire c'est un plus gros que toi qui essaie de t'écœurer à l'école, de prendre ton argent de ton lunch. Comment tu dirais ça en français? C'est de l'intimidation que tu te faisais faire. Oui, exactement. Mais avec le caractère que j'avais, disons que pas que j'étais un enfant fort, mais disons que j'avais quand même un caractère où est-ce que l'intimidation, c'était, disons qu'à un certain moment donné, ça n'existait pas. Puis je me servais du fait que je pouvais pas faire de catéchèse à l'école. Puis ils me mettaient dans une classe à part. Des fois, j'allais à la bibliothèque. Donc, en allant à la bibliothèque, moi, je lisais des Astérix puis des Obélix, pendant que le reste de la classe ben, faisait sa première communion, puis il étudiait la Bible, les catholiques. Ben, je pense que j'avais plus le fun, moi, où est-ce que j'étais, où est-ce que le reste de la classe était. Donc, l'intimidation, ça mettait le contraire, disons. Donc, c'est eux qui se sentaient stupides d'être dans un cours de catéchèse. Ouais. Ah oui, tu le disais? Ben, c'est eux autres que je pouvais voir qu'au bout de la ligne, ouais, t'es chanceux, toi, Eric. T'es à la bibliothèque après lire des comics, tu sais. Pendant que nous autres, on était en catéchèse avec la sœur. Mais je pensais que l'intimidation que tu avais à l'école, c'était les gens qui te donnaient des coups ou des affaires comme ça, qui riaient de toi. Ouais, l'intimidation, c'est de rire de moi, parce que j'étais pas comme eux. Tu sais, entre 2 ans et 5 ans, c'est une vie au complet là, pour un enfant. Là, entre 2 ans et 5 ans, c'est 80% de ta vie. Il faut dire qu'à 2 ans, vu que mon père était seul, à ce moment-là, il a fallu qu'il nous mette dans un orphelinat. Donc, j'ai connu un orphelinat à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, mon père, il nous avait des fois les fins de semaine. Donc, il a fait au moins en sorte que nous, les 5 enfants, on était à la même place, dans la même orphelinat. Il venait nous chercher des fois, une fois par mois ou une fois ou 2 mois, pour une fin de semaine. Donc, la fin de semaine, ça lui prenait une gardienne, parce qu'on était quand même assez jeunes. Donc, il a engagé une gardienne de Knowlton, qui est près de Cowansville, parce que je demeurais à Cowansville à ce moment-là. Et ça a donné que cette femme-là, elle travaillait dans un hôpital, à l'hôpital de Cowansville, dans le département, comment je pourrais dire, des problèmes mentaux pour enfants. Donc, elle nous a traités comme des arriérés mentaux, là, pendant qu'elle nous gardait. Puis il a fini de la marier. Donc, en la mariant, lui, dans sa tête, il pouvait récupérer ses 5 enfants, les amener à la maison à ce moment-là, parce qu'il avait sa gardienne 24 heures par jour à la maison. Donc, je crois que c'était son but. Mais ça a été pour moi, puis pour le reste de mes frères et sœurs, ça a été vraiment une décision que oui, c'était personnel à lui, mais il n'a jamais regardé nous, ce que ça nous ferait. Quel genre de problèmes émotifs et surtout de l'abus physique, de l'abus... Mais aussi peut-être que ton père, il savait pas qu'est-ce que vous faisiez subir parce que tu as vécu un peu, c'était comme une histoire d'horreur, l'enfant martyr. Qu'est-ce que vous faisiez vivre? Oui, mais savait parce que dans le sens que, ayant connu mon père, jamais qu'il nous avait frappé ou jamais qu'il avait fait en sorte d'utiliser aucune violence physique par rapport à ses enfants. Puis quand elle est arrivée dans le portrait, ça n'a pas pris plus qu'1 an qu'il était déjà tombé dans le pattern de nous frapper puis d'utiliser beaucoup de violence dans la maison.
Puis c'est pas quelqu'un qui buvait, là. Fait que c'est par son influence à elle. Lui, il avait peur de perdre sa gardienne. Donc, en même temps, il avait peur de perdre ses enfants. Mais tu sais, c'est psychologique, là. Lui, il a peur de perdre ses enfants. Il a peur de perdre sa femme. Donc, sa femme nous frappe. Puis, il demande à son mari de frapper les enfants. Puis, lui, il le fait fait que c'est un cercle vicieux qui continue, qui continue. J'ai beaucoup d'histoires par rapport à ça, mais je niaiserai pas là-dessus, là. Disons qu'au bout de la ligne, il faut que tu regardes les leçons que tu as apprises là-dedans. Mais disons qu'entre l'âge de 8 ans et l'âge de 15 ans, j'en ai eu assez rendu à 15 ans. Rendu à 15 ans, ben, je me suis sauvé. Puis je suis parti, je suis allé voir les services sociaux dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, là, je te parle de 1978, 1979, 1978, 1978. Et dans ce temps-là, ben, disons que l'aide aux jeunes n'était pas réellement présent dans le sens qu'ils croyaient le parent avant de croire l'enfant. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, mais des fois, il y a des enfants qui exagèrent là, maintenant sur les disciplines qu'ils reçoivent par leurs parents. Écoute, j'ai rien contre la discipline, j'ai rien contre discipliner les enfants, mais de là à avoir à les frapper, c'est une autre chose pour moi dans ma tête. Donc, à ce moment-là, je suis parti en foyer d'accueil. Je me suis rendu dans un foyer de groupe à Montréal. Et c'était en 1979. En 1979, je suis parti pour aller aux États-Unis. Moi, mon rêve, ça a tout le temps été une place où il y a des palmiers. Depuis que je suis tout petit, les seules choses qu'on voyait à la télévision, c'est National Geography. Là. Puis là, tu vois les Caraïbes, tu vois l'Afrique, tu vois les différents pays où il y a des palmiers. Puis moi, ça a toujours été ça. Il faut que je reste où il y a des palmiers. Ça, c'est peut-être ça qui t'a tenu aussi de pouvoir en vie, puis qui t'a donné le courage de foncer, puis de continuer aussi, hein, d'aller vivre près des palmiers. Bien, ça, oui. Disons que c'est un rêve. C'est un rêve par rapport à... J'haïs l'hiver. La raison pourquoi j'haïs l'hiver, c'est parce que je vais vous donner un petit exemple du traitement qu'on recevait par notre belle-mère. Des mitaines, tu en avais une paire par hiver. C'était des mitaines de laine. Je ne sais pas si déjà du monde ont eu des mitaines de laine, mais c'est de la merde. Quand ils viennent tremper, ils gèlent. Fait que tu as comme des popsicles dans tes mains. C'est des morceaux de glace dans tes mains. C'était des mitaines justement en laine. Ils nous donnaient une paire par année. Donc, des fois, ça arrive, tu perds une mitaine. Mais si tu perds une mitaine, mais t'en as pas d'autres l'hiver. T'aimes pas l'histoire des mitaines? Excuse. C'est bonne l'histoire. Non, c'est parce que j'ai pas fini encore l'histoire des mitaines. Non, mais Il y comme... a un punchline Excuse-moi si je ris, mais c'est parce que je le sais, j'ai déjà eu des mitaines. En laine. Des mitaines de laine. Je viens de tout geler, là, ça vient dur. OK, continue ton histoire. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est l'exemple. Une paire de mitaines de laine par hiver. Si t'en perds une mitaine, ben... Moi, c'est déjà arrivé des hivers, je portais mes bas dans mes mains. Fait que je jouais avec des mitaines, pas de pouce. C'était d'autres mitaines. C'est ça. C'était des mitaines en laine. Fait que la gardienne n'était pas si pire, elle donnait des bas de laine. Non, puis autre chose, exemple, elle avait pour son dire que les collants de femmes gardaient chaud l'hiver au lieu d'avoir des gens, tu sais, les caleçons longs. Pour les hommes, tu as des caleçons longs. Ben, elle nous faisait mettre des collants de filles. Elle nous faisait mettre des collants. Puis là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé le collant, genre pour en faire comme un bas, puis je l'avais coupé aussi à la cuisse, pour que si elle me demande si j'avais mes collants, mais je pouvais monter mon pantalon, puis dire oui, je l'ai ici. Là. Puis, t'étais très brillant, Eric. Non, mais c'est parce que c'était très embarrassant quand tu arrivais, mettons, dans ton cours d'éducation physique, puis il fallait que tu te changes devant les autres garçons. Puis en hiver, mais là, tu enlèves tes pantalons pour mettre tes shorts, puis tu as ta grosse paire de collants d'être là. Disons que le transgender, c'était pas trop bien vu dans ce temps-là.
Non, ça, c'est des exemples. Mais tu sais, c'est des exemples que moi, je me souviens que vraiment, psychologiquement, ils m'ont marqué. Ça t'a fait haïr l'hiver. Ça m'a fait haïr l'hiver, exactement. Puis, tu sais, j'ai toujours voulu vivre où est-ce qu'il y avait des palmiers. Je suis parti en 1979. J'étais en foyer d'accueil. Puis j'ai fait à croire, j'étais à Montréal, mais j'avais vécu près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai fait à croire à mes moniteurs que j'avais un de mes amis à Saint-Paul-de-l'Aunois. Puis je voulais aller faire du camping chez eux. Fait que les éducateurs, ils ont appelé les parents de mon ami. Oui, c'est correct. Eric, ça va faire du camping chez nous. Nanana. Ils m'ont préparé avec un sac de couchage, de l'argent, de la bouffe. Puis là, ils m'ont dit, OK, vas-y, va faire du camping à Saint-Paul-de-l'Aunois. Mais moi, dans ma tête, je m'en allais aux États. Je m'en allais en Floride. Fait que j'ai réussi, j'ai fait du pouce. La première journée, je me suis rendu de Montréal à Napierville, qui n'est pas très loin. Après ça, de Napierville, le lendemain, mais je me suis rendu jusqu'à Lacolle. Mais j'ai été ramassé par une famille qui avait des enfants et tout. Puis eux, ils s'en allaient à Plattsburgh. Fait que j'étais dans leur auto. Fait que quand on est arrivé aux douanes, mais le douanier a dit êtes-vous tous Canadiens? On a tous répondu oui. Fait qu'ils ont dit OK, bonjour. Fait que c'est de même que j'ai réussi à passer les lignes américaines. Ce qui n'aurait jamais fallu qu'il arrive pour un enfant de 15 ans. Aujourd'hui, ça ne marcherait pas de même. Dans le temps, ce qui arrive, c'est que dans le temps, si un enfant se promenait dans les rues de l'école, puis il n'était pas à l'école, la police l'interpellait. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir passé des journées, mettons, à Ville-la-Salle, à Montréal, puis la police te voyait sur la rue, puis elle t'arrêtait parce que tu n'étais pas à l'école. Tu sais. Puis, anyway, je me suis rendu jusqu'en Virginie. Rendu en Virginie, ben, le Highway Patrol, la police de l'État de la Virginie m'a interpellé, puis m'a demandé où est-ce que je m'en allais. Puis j'ai dit, je m'en allais en Floride. Fait que je ne pouvais pas dire une adresse, je ne connaissais pas de rue en Virginie. Fait que finalement, ils m'ont rapatrié au Canada au bout de 3 semaines. Et à ce moment-là, je me suis ramassé au Mont-Saint-Antoine. Le Mont-Saint-Antoine, pour ceux qui ne connaissent pas l'est de la ville de Montréal. Mais pour finir ton histoire, tu dis qu'ils t'ont repatrié au bout de 3 semaines. Tu as fait quoi pendant ce temps-là? Pendant les 3 semaines, étais-tu en prison? Oui, c'était dans une prison juvénile. Et j'ai jamais compris pourquoi le Canada, ça y a pris 3 semaines à envoyer 32 $ pour me mettre dans un autobus voyageur. C'était même pas un avion, là, tu sais. Puis quand je suis arrivé à Montréal avec l'autobus voyageur sur la rue Saint-Denis, j'avais ma travailleuse sociale et un policier qui m'attendait. Et ils m'ont pris, ils m'ont mis dans l'auto, ils m'ont emmené au Mont-Saint-Antoine. Le Mont-Saint-Antoine, ça s'appelle l'École de métiers de l'Est en ce moment. Avant, ça s'appelait le Mont-Saint-Antoine, puis c'était un genre d'école de réforme. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans cette école-là, l'école de réforme, soit qui avaient passé du temps à Cartier. Cartier, c'est une prison pour juvéniles à Montréal, près de Bordeaux. Pas Bordeaux-France, là, Bordeaux, l'ouest de la ville de Montréal. Puis c'est ça. Fait que pour être placé à cette place-là, il fallait que soit que tes parents aient signé ou ça soit un ordre du juge. Moi, personnellement, j'ai jamais passé devant aucun juge pour me ramasser là. Donc, j'ai pas mal pensé que c'était mon père qui avait signé pour que je sois dans une école de réforme. La gardienne avait dû l'influencer. Oui, probablement, mais tu sais, lui, non, pour ce qui en est de l'école de réforme, moi, j'ai eu du fun. Écoute, il y avait de la discipline, mais il n'y avait aucun abus physique. Il y avait de l'intimidation des autres petits gars, mais j'étais leur grosseur. Donc, en principe, je pouvais me défendre par rapport à ça, tandis que dans ma tête, mon père avait tout le temps été plus fort que moi. Si tu commences à frapper un enfant à 7-8 ans, puis ça dure un autre 7-8 ans, ben même si moi à 15 ans, j'aurais pu facilement avoir une bataille avec mon père. Mais quand je me suis ramassé à l'école de réforme, c'est là que j'ai commencé d'autres choses qui m'ont amené à plusieurs étapes de ma vie qui sont que je les ai vécues, j'ai aucun regret. Moi, j'ai tout le temps dans la vie, je me suis dit que pour être ici aujourd'hui avec Cathy, dans le parc à Playa del Carmen,
il a fallu que je vive chaque instant de ma vie avec chaque décision et chaque moment exactement comme ça pour être arrivé ici. Parce que tu changes n'importe quelle décision que tu prends dans ta vie ou tu changes n'importe quel moment, ben tu peux pas être ici. Ta vie va prendre un différent cours et un différent parcours. Donc, c'est toujours qui a été ma positivité par rapport à ben, demain, ça va être une meilleure journée. Demain, ça va être une plus belle journée. Donc, Tu avais toujours le positif en toi qui disait demain, ça va être une plus belle journée, exact, comme tu disais. exact. Tu sais, puis je me suis pas rendu en Floride cette fois-là, mais en 1985, je me suis réessayé. Cette fois-ci, je suis allé à un spring break à Fort Lauderdale. Je me suis rendu en autobus voyageur. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 22. J'avais 22 ans. Tu étais majeur, mais il y avait eu tout qu'un parcours avant que tu puisses y arriver. Ouais, mais disons que quand. Parce que ce qui arrive au Québec, ben, c'est partout comme ça. Quand tu fais partie du système gouvernemental, si tu n'es pas aux études, à 18 ans, c'est voici la porte et tu t'arranges. J'aurais pu rester aux études. À ce moment-là, le gouvernement a continué à payer dans un foyer d'accueil jusqu'à temps que j'aille l'université et tout. Là. Mais c'était pas vraiment ma décision de continuer des études. Donc, à 18 ans, le foyer de groupe où j'étais, ils m'ont ouvert la porte puis ils ont dit « OK, va-t'en. Bonne chance dans ta vie. » Donc, j'ai fait toutes sortes de travail. Disons, j'ai de la construction, j'ai été boulanger, livreur, chauffeur de camion. Nomme-les, là, la plupart des jobs, je les ai faits. Donc, tu es allé à l'école de la vie, toi. Tu as tout appris sur la tas, plein de métiers, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es capable de te débrouiller dans la vie, dans plein de domaines. Exact, exact. Je suis capable de construire une maison, je suis capable de faire cuire un pain. Pour Éric Monpain. Oui, c'est ça. Puis, non, la vie, c'est plein de surprises, mais il faut que tu les prennes. Puis, la vie, écoute, je la trouve pas difficile, la vie. C'est nous-mêmes qui la rendent difficile. Exact. Ce que je veux dire, tu ne trouves pas difficile la vie parce que tu t'es battu toute ta vie pour arriver où tu en es. Tu as traversé plusieurs épreuves. Donc, pour toi, les petits problèmes, c'est rien aujourd'hui de t'en sortir. Non, exact. Se nourrir, c'est très facile. Disons que mon cheminement a passé par beaucoup d'années de drogue qui ont réussi à masquer mes émotions et aussi masquer un peu mes souvenirs. Dans le sens que ça devient une genre de béquille où est-ce que tu en as besoin pour pouvoir fonctionner. Mais dans un autre sens, faut pas que ça te convainque. Dans le sens qu'il faut pas que qu'est-ce que tu prends devienne monopole à ta vie. Puis j'ai beaucoup d'instances dans ma vie où est-ce que ça a été ça le monopole. Ça a été les drogues que je consommais. Tu travaillais pour avoir ta drogue? Je travaillais pour avoir ma drogue, puis je prenais ma drogue pour travailler. Donc c'était comme un cercle. Là, puis ceux qui ont pris des sortes de drogues que j'ai pris vont être d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à prendre la drogue? C'est quand la première fois? C'était pour oublier tous les sévices que tu as dû vivre ou quoi? Non, la première, j'avais quoi, 15 ans et demi, 16 ans quand je me suis ramassé au Mont-Saint-Antoine à l'école de réforme. Ben, je pense que la deuxième journée où est-ce que j'étais là, j'ai côtoyé un de mes amis que je connais encore aujourd'hui. Puis il disait, on s'en va s'acheter un joint. Fait qu'on est parti, on a réussi à sortir de l'école de réforme. On s'est ramassé à la rue Sainte-Catherine et Saint-Laurent. On a acheté une bite de hache d'une fille qui était sur la rue. Puis on savait même pas comment la rouler. On savait même pas quoi faire avec. Mais pourquoi d'abord? Qu'est-ce qui vous avait conduit à aller acheter ça? Parce qu'on était là rendu là. Là, dans notre vie, là, il fallait essayer ça. Là, parce que tout le monde le faisait. C'est comme. Puis du moment qu'on a réussi à le rouler, puis qu'on a réussi à le fumer, bien là, j'étais accroché. Là, dans le sens que après ça m'en prenait tous les jours. Puis ça t'a fait oublier les déboires. Ouais, mais pas juste ça. C'était un genre d'escapade, là, dans le sens que tu oublies un peu la réalité, tu oublies. Ça l'enlève ton anxiété.
Il y a beaucoup de choses. Ben, aujourd'hui, ils prennent la marijuana médicalement pour beaucoup de choses, pour traiter l'anxiété, pour traiter beaucoup de choses. Donc, au lieu de prendre des Xanax, peut-être que c'était mieux de prendre ça, mais c'est parce que c'est comme je disais, c'est l'exagération à un moment donné dans ta consommation qui fait que c'est là que tu perds un peu. Le fil. C'est parce que tu perds tout dans ta vie. Hein? Dans le sens que, surtout que tu escalades dans différentes sortes de drogues, tout dépendant de tes problèmes émotifs. Finalement, le cheminement qui m'a amené là pour la première fois en Floride. J'ai passé 3 mois en Floride. Puis j'ai réussi à trouver un travail et tout. Puis après ça, j'ai eu un accident de scooter. Puis il a fallu que je revienne au Québec. Donc je suis revenu au Québec. Fait que ça, c'était ma première tentative pour aller aux États-Unis. Non, ma deuxième tentative. Mais j'ai une question avant ça, parce que tu sais, tu as vécu des sévices, mais tu as aussi vécu de l'abus et tout ça. Mais qu'est-ce qui te faisait garder ton moral, tu sais, avant de prendre de la drogue? C'est-tu une force intérieure? T'avais-tu une voix en toi qui disait lâche pas, continue? Qu'est-ce qui se passait? La peur. C'est la peur que personne ne te croit. C'est ça que pour les enfants qui ont suivi des sévices d'abus et tout, c'est la peur, premièrement, qu'ils ne te croient pas. Puis c'est aussi la confiance à la personne qui est supposément là pour te protéger, qui n'est pas là pour te protéger. Donc, pourquoi tu irais voir une personne qui t'abuse physiquement puis que tu lui parles d'un abus sexuel? Pour un enfant, là, tu peux pas faire 1 plus 1 égale 2. Là. C'est 1 plus 1 égale moins 5. Là. Parce que c'est impossible. Tu peux pas aller voir celui qui te victimise pour lui parler que tu es une victime de quelque chose d'autre. Non, mais pas la personne qui abuse, mais aller voir une personne, genre un professeur, parler à une autre personne. Non, les années 70, là, Cathy, je ne sais pas si tu te souviens, tu étais là dans les années 70, là, mais personne ne croyait à personne, puis l'enfant, c'était va-t'en dans le coin là-bas, puis chiale pas, puis on te crée pas, puis that's it, là. Les pédophiles, il y en avait partout. Là. Il y en avait partout dans les écoles, tes professeurs, le concierge. Non, c'était plus tranquille que ça par chez moi. Tu vivais où, toi, à Québec? J'étais dans une petite région pas loin de Québec, Chicoutimi. Je suis sûr que Chicoutimi, il y en avait. Ben, je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais dans mon environnement, non. Tu sais pas. Tu te souviens pas que mon oncle t'a dit viens t'asseoir sur mes genoux? La question était qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? T'avais pas à un moment donné des idées de vouloir en finir, suicidaire, justement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et, écoute, jamais que ça m'est venu par la tête de contempler ça. Écoute, des expériences, tu fais tes expériences, puis that's it, là. Puis aussi, j'avais ma béquille, les drogues que je prenais. Oui, mais ça, c'est arrivé à l'âge de 15 ans, mais avant ça, tu ne l'avais pas? Les abus ont commencé à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à peu près 17 ans. Fait que, non, à peu près, ouais, jusqu'à 15 ans. Jusqu'à temps que je suis au Mont-Saint-Antoine. Mais, fait que ça a été quand même assez long. Tout le temps que, dans le fond, que j'étais chez mon père. Puis après ça, ben, j'étais capable un peu de me défendre, t'sais. Mais, non. Puis finalement, ben, je me suis ramassé à Montréal. Après avoir été au Mont-Saint-Antoine. Puis là, je travaillais dans la construction. Tout allait bien. Puis en 1989, j'ai décidé de partir pour les États-Unis encore. Me réessayer pour repartir aux États-Unis. Mais là, tu es parti en voiture, je pense. Oui, je suis parti avec ma voiture. Non, c'est parce que la circonstance pourquoi je suis parti, ça c'est une autre histoire. Ouais. Non, mais c'est parce que je consommais beaucoup de drogue dans ce temps-là. Un soir, anyway, je n'ai eu à bout. Puis le lendemain matin, ben, j'ai mis mes choses dans ma valise. Puis je disais, tiens, je pars. Je suis parti, puis j'ai jamais retouché à la drogue après. Puis je me suis ramassé en Californie. Ça a pris presque 20 jours me rendre en Californie.
Mais il t'est arrivé des aventures entre-temps. Raconte-nous-en quelques-unes. Je trouve ça vraiment spécial ce que tu as vécu. Ouais, j'ai réussi à passer les douanes parce que j'ai décidé de monter jusqu'à Sherbrooke, puis de passer les douanes dans Beauce. Puis après ça, j'ai dit au gars des douanes, au Border Patrol des États-Unis, que je voulais faire, excuse, que je voulais faire le tour du lac Champlain. Fait qu'il me laissait passer. Fait que j'ai passé, puis je partais, moi je m'en allais en Floride. Puis, Enfin. ouais, encore, la Floride. Fait que finalement, j'ai décidé, à un moment donné, il y avait un gars qui était sur le bord de la rue, qui était sur le bord de l'autoroute, puis qui faisait du pouce. Fait que j'ai décidé de l'embarquer. Puis ça, on était, si je me souviens bien, je pense qu'on était soit en Virginie ou au New Jersey, en tout cas dans ce coin-là. On était plus au sud, mais on était encore vraiment loin là, de la Floride. Là. Puis, je me souviens pas de son nom, mais lui, c'était un mendiant professionnel. Donc, il y avait un habit Armani avec les cheveux coupés, très chic, la barbe faite, clean cut, les souliers en peau d'alligator avec la ceinture avec, de serpent. Là. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mendiait de l'argent au monde, dans le sens que ça faisait 5 ans qu'il faisait les États-Unis, qu'il roulait. Il n'y avait pas d'auto. Donc, il faisait du pouce. Donc, ce qu'il m'a demandé, c'est s'il pouvait se servir de ma voiture pour faire semblant que la voiture avait un problème mécanique. Donc, lui, ce qu'il faisait avec les gens, il demandait de l'argent dans les rest areas, dans les... comment ça s'appelle ça, un rest area? Des haltes routières. Des haltes routières, haltes de repos. Donc, lui, il allait voir les gens, puis il disait « Ah, il dit, whatever. » Puis, en tout cas, il quittait de l'argent. Puis, il réussissait à payer l'hôtel le soir, il payait la bouffe, il payait le gaz dans l'auto. Donc, il réussissait à vivre de ça. Donc, là, il m'a demandé si on pouvait faire ça pendant une couple de jours. Là. Je dis, ouais, c'est correct. Je n'étais pas pressé d'aller en Floride. J'étais déjà rendu aux États. Fait que je dis, alright, je vais continuer avec lui. Fait que tous les jours, il arrêtait dans les rest areas, faisait son mendiant. Donc, à un certain moment donné, on était près de la Georgie. Puis là, en Georgie, il faut que tu décides. En Georgie, parce que lui, il essayait de me convaincre d'aller en Californie. Donc, il essayait de me convaincre de partir vers l'ouest. Tandis que moi, ma route, c'était vers le sud. T'sais. Fait que finalement, on est arrivé en Georgie. Puis, ça faisait plusieurs jours qu'il me demandait, Eric, on devrait aller en Californie. Tu vois, il y a beaucoup d'argent rendu au Texas. Hein? Fait que je dis, regarde, je vais faire une affaire avec toi. Je dis, je vais tirer ça à pile ou face. Je vais prendre un 30 sous, puis je vais tirer ça à pile ou face. Pile, on s'en va en Californie. Face, je m'en vais en Floride, puis on s'en parle plus. Fait que ça a tombé sur pile. Fait que là, mets le flasher, quand tu descends, tu mets le flasher à droite. Tu mets le flasher à droite pendant la Californie. Fait que je suis parti pour la Californie avec lui. Puis là, il m'a dit, écoute, Alabama, Mississippi, puis Louisiane, on touche pas à ça. Il faut se rendre directement au Texas. Fait que rendu au Texas, le Texas a, c'est combien? Il y a à peu près 1600 km, le Texas. Ça a 800 000, un enfant de même. Donc, c'est très, très grand. Ça prend au-dessus de 16 heures de traverser le Texas au complet de la Louisiane, qui est Shreveport, Louisiana, aller jusqu'à El Paso, Texas. Donc, on l'a fait 2 fois. On est allé, on a fait jusqu'à El Paso. Après ça, de El Paso, on est revenu jusqu'à Shreveport, Louisiana. Puis après ça, on s'en revenait. Puis on a arrêté à Dallas. Ma soeur restait à Dallas à ce moment-là. Fait que j'ai arrêté voir ma soeur. Puis on est reparti pour continuer notre chemin vers la Californie. Puis on a eu une chicane, moi et lui. Tu sais, il faut dire que ça faisait déjà comme au moins 17 jours là, qu'on était ensemble là, dans l'auto. Puis, ouais, c'est ça, on était dans les mêmes chambres d'hôtel et tout. Puis finalement, on a pris une petite chicane. Puis là, il me dit, là, je dis, écoute, man, je dis, il faut que tu sortes de l'auto, là, puis that's it, là, on se laisse, là, tu sais. Fait que, il est parti. Puis là, je me suis ramassé. Moi, pendant ce temps-là, mon budget était de me rendre en Floride. Mais tu sais, mes petites dépenses comme mes cigarettes, un Coca-Cola ou quelque chose que je voulais d'extra, c'est pas lui qui payait pour ça. C'était mon argent personnel qui payait pour ça. Fait que je me suis ramassé à Dallas avec
pratiquement pas d'argent. Il n'y avait pas de gaz dans ma voiture. Puis là, je regardais la carte routière des États-Unis. Puis Dallas, c'est direct dans le milieu. Là. Fait que tu as la même distance pour t'en aller à Miami que si tu t'en vas en Californie. J'ai décidé de continuer au lieu de retourner de bord. J'ai décidé de continuer parce que là, à ce moment-là, j'avais un dilemme. Vu que lui m'avait dit que les 3 derniers États, je ne pouvais pas quitter d'argent, bien, j'étais remis à ça. Là. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je quitte de l'argent. Il fallait que je fasse ce que lui faisait pour pouvoir me rendre en Californie. La chose la plus difficile au monde. Quitter l'argent. Oh my God. Pourtant, tu as été 17 jours avec ce monsieur. Ouais, mais j'étais jamais avec lui dans ses interactions parce qu'il ne voulait pas que je sois avec lui avec les interactions parce que ça l'a enlevé comme son plan. Parce que lui, il faisait croire au monde que c'était un exécutif de bureau puis qu'il y avait un rendez-vous important pour sa compagnie ou la compagnie pour qui il travaillait puis qu'il fallait qu'il soit là aujourd'hui, là, en après-midi. Sinon, il perdait un contrat de 3-4 millions de dollars. Là, puis que là, les gens, ils donnaient 50 dollars, ils donnaient 100 dollars, ils donnaient ouais, viens, je vais remplir ta tank de gaz et tout. Fait que moi, j'ai essayé. Non, j'ai essayé, moi, de parler aux gens. Puis là, les gens, ils étaient vraiment rudes avec moi. Puis il y a même une femme, elle dit, je vais appeler la police. Je lui dis, ben, regarde, ma plaque, ça dit Québec dessus. Là. Tu penses-tu que je suis venu du Québec pour quitter de l'argent au Texas? C'était-tu écrit Québec, je me souviens? Oui, c'était écrit je me souviens. Non, c'était-tu écrit je me souviens? Non, c'était. Oui, c'était je me souviens. Oui. Parce que je pense que ça appartient en 77, 78. Ça serait une bonne chose à regarder quand est-ce que ça a changé de la belle province à je me souviens que c'était une belle province. Mais là, c'est je me souviens plus. Je me souviens plus, ouais, je me souviens plus quand. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je me suis ramassé à quitter de l'argent. Puis là, je réussissais, moi, pendant que lui, il réussissait à coût de 50 $, moi, je réussissais à coût de 30 sous, puis à coût de 2-3 $. Il te manquait les vêtements Armani. Ouais, c'est ça, il me manquait les vêtements Armani, exactement. Puis aussi me faire la barbe. Ça. Donc, ben, ça a été toute une aventure où est-ce que j'ai rencontré plein de gens. Je me suis un matin, j'étais sur la frontière. J'avais réussi à me rendre jusqu'à la frontière de l'Arizona parce que tu as le Texas, ensuite tu as le Nouveau-Mexique, ensuite tu as l'Arizona, puis après ça tu as la Californie. Donc j'avais réussi sur l'autoroute, j'étais sur l'autoroute 10. J'avais réussi à me rendre jusqu'à la frontière de la Californie et de l'Arizona. Puis là, je dormais dans mon auto. Puis il était vers 7 heures le matin. Puis là, j'entendais une voiture à côté de moi qui essayait de partir. C'est ce qui m'a réveillé. Fait que je sors de l'auto, puis en sortant de l'auto, je m'aperçois que j'ai une crevaison. Fait que je prends mon temps, je prends mon pneu qui était comme un genre de donut, là, les petits donuts que tu ne peux pas rouler plus que 35 km/h dessus. Là. Puis j'ai mis ça sur l'auto, mais j'ai laissé le pneu qui était flat, je l'ai laissé sur le côté de l'auto, je ne l'ai pas mis dans la valise. Puis là, j'ai laissé le jack là, puis j'ai tout laissé là. J'ai rien pensé de ça. Mais pendant ce temps-là, je suis allé aider l'autre gars avec sa voiture. Il y avait une genre de Datsun ou Nissan, quelque chose de genre. Fait que j'ai réussi à réparer sa voiture parce que c'est une mécanique facile là, dans ce temps-là. Tu avais des pointes, puis tu avais si tes bougies n'avaient pas de spark, ben à ce moment-là, tu savais c'est quoi, puis tu n'avais pas de gaz et tout. Fait que finalement, j'ai réussi à partir de son auto. Il est tout content, puis il me donne 15 $ pour avoir réparé sa voiture. Là, j'étais tout content. Là, ça faisait 4-5 jours que je n'avais pas vu un 10 $. Tu sais. J'avais juste vu des 25 sous. Tu sais. Fait que là, je décide, je vais mettre 10 $ de gaz. Avec 10 $ de gaz, j'ai été capable de me rendre à Los Angeles. Puis l'autre 5 $, je vais le garder, là, peut-être pour manger quelque chose plus tard. Je reviens à ma voiture. Quelqu'un avait pris mon pneu. Quelqu'un a pris mon pneu qui était ma crevaison. Là. Il y a quelqu'un qui est parti avec le pneu crevé. Fait que je peux pas rien faire. Fait que je pars, je m'en vais, je me rends jusqu'à Los Angeles. Rendu à Los Angeles, il y a beaucoup de trafic. C'est une ville vraiment là, que il faut que tu aimes chauffer pour être dans Los Angeles. Surtout avec ton petit pneu de secours. Oui, surtout avec mon petit pneu de secours. Mais là, il y avait un genre de terre-plein pour sortir d'autoroute que j'ai pas vu.
Parce que nous, au Québec, il n'y a pas de petit terre-plein qui divise les voies en ciment comme 7-8 pouces de haut pour déterminer les voies. Parce qu'à cause de la neige puis tout, tu sais. Fait que conduite totalement différente, là, où est-ce que tu sais qu'il n'y aura jamais de neige. Fait que j'ai foncé sur... c'est un terre-plein, dans le fond. J'ai foncé là-dessus. Mon pneu de secours, il n'existait plus. Là, il y avait une grosse bosse dedans. Il était à terre. Puis là, j'avais aucun moyen de changer de pneu. Je n'avais plus. J'avais plus de pneu. J'avais 5 $ à mon nom. Puis j'arrive dans Los Angeles, le centre-ville de Los Angeles. Fait que, il était comme à peu près il était à peu près 11 h le soir quand c'est arrivé. Fait que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas absolument rien faire. Donc, je me suis stationné dans le centre-ville de Los Angeles, qui était le downtown LA. Là. Puis, dans ce temps-là, les années, ça c'était 89. Fait que les années 89, c'était très les gangs de rue, les Bloods, les Crips. C'était très dangereux, là, Los Angeles. Tu avais Compton, tu avais toutes ces Inglewood, puis ces places-là. Parce qu'il ne fallait pas que tu ailles là, parce que c'était très, très, très dangereux. Fait que moi, je suis en plein dans le centre de Los Angeles. Puis, à un moment donné, vers 1h du matin, ça cogne dans ma vitre de voiture. Moi, je suis couché en arrière. Puis là, ça cogne, tac, 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 tac. Là, je me lève tout de suite en pensant que c'est la police. Puis là, je m'aperçois qu'il y a 8 gars de couleur. Il y a 8 gars de couleur noire qui entourent ma voiture. Puis ils sont tout après à regarder dans la voiture qu'est-ce qu'il y a dans l'auto et tout. Savoir s'il n'y avait rien à voler ou quelque chose. Non, mais regardez qu'est-ce qui se passait parce que c'était vraiment une place que il n'y a pas personne qui était stationné. J'étais le seul sur la rue. Là. C'était la descente de l'autoroute, tu sais, en arrivant dans le centre-ville, tu sais. Fait que la nuit, il n'y a pas personne dans le centre-ville. C'est vide là, parce que le monde, ils se font défoncer leur voiture puis tout, tu sais. Fait que je décide de sortir de la voiture immédiatement puis de leur parler. Fait que là, je suis avec mon attitude positive de malchanceux. je suis parti à rire du problème que j'avais. Puis je leur ai raconté l'histoire. Je leur ai raconté l'histoire de mon pneu, comment j'ai sauté le terre-plein, comment je me suis ramassé là, comment j'ai fait 18 jours avec le malade là, qui faisait du pouce. Donc, disons que j'ai fait mon petit show de Entertainment Tonight, là, tu sais, de clown avec eux. Puis là, ils sont repartis en riant, ils sont partis, tout était correct. Fait que je me suis recouché dans ma voiture. Puis vers 7 h le matin, mais là, ça recommençait à cogner. Là, j'étais sûr, parce qu'il était 7 h, donc il faut bouger les véhicules à 7 h à cause que le trafic commence à rentrer dans Los Angeles. Ouais. Mais là, c'était quatre des mêmes gars du soir qui sont revenus à ma voiture. Puis là, ils m'ont demandé si je pouvais les suivre avec ma voiture qui était comme handicapée. T'sais. Fait que je dis, ouais, je suis capable de vous suivre. Mais là, où est-ce qu'on va? Il dit, fais-toi-en pas. Je dis, viens-t'en, suis-nous. Fait que je m'en vais avec eux. Puis je me mets à les suivre là, sur, disons, c'était chaotique, là, mon pneu, là, tac, 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 tac. Il était sur la fin, j'imagine. Oui, le rim était complètement fini. Là. Je roulais sur le rim, là, tout bossé. T'sais. Fait que finalement, on s'est rendu, c'est la ville de Compton, qui est à peu près à 8-10 km du centre-ville on a roulé peut-être 25 à une demi-heure là, sur mon pneu crevé. Là. Donc, il m'a amené à une place où est-ce que son oncle avait une shop de tire. Fait que moi, j'étais comme... il me semble que je leur avais dit que j'avais pas d'argent, là, que j'étais vraiment là, au dépourvu, là, puis tout, là. Fait que quand je lui ai dit, je dis, écoute, man, t'as beau mettre des tires sur mon char, là, je peux pas te payer. Il m'a dit, non, Eric, il dit, regarde, on t'a pas demandé d'argent. On dit là j'ai dit à mon oncle qu'il mette un rim flambant neuf, qu'il te donne un autre tire, un spare, puis qu'il mette des tires sur ton auto. Oui, ils sont usagés, mais c'est des tires là, qui sont super bons. Puis, that's it, man. Il dit, après ça, il a dit, bienvenue à Los Angeles, en anglais, évidemment. Il a dit, welcome to LA. Puis, si jamais tu as des problèmes ici à Los Angeles, ben viens nous voir, nous, puis on va t'aider. T'avais fait un bon show pour qu'il agisse comme ça avec toi, parce que c'est le gars de même. D'après moi, c'était le karma qui suivait mon karma par rapport à toute l'aide que j'avais donnée au gars qui faisait du pouce. Après ça, l'aide que j'ai donnée au gars pour réparer sa voiture. Puis là, je me fais voler mon pneu. Je pense que mon karma était dû pour
que quelque chose de même arrive, puis je m'y attendais. Dans le sens que quand je me suis couché le soir pour dire, OK, je vais attendre demain matin, puis voir qu'est-ce qui va se passer demain, puis on dealera avec ça, ben ma petite étoile, elle travaillait pour moi. Tu sais, dans le sens que je crois que, puis tout le long de ma vie, il y a des instances comme ça, où est-ce que j'ai eu comme un sauveur ou un ange gardien, comment tu peux l'appeler ou whatever, qui est arrivé au moment opportun pour que j'aille dans une direction, puis que je prenne une décision quelconque pour que ça arrive, puis que je sois correct. Tu sais. Tu avais quand même un bon karma dans ta vie, comme tu dis. Tu avais toujours un ange gardien sur ta route pour te montrer le chemin à suivre. Je pense que c'est moi qui montrais le chemin, puis il n'a pas le choix de l'ouvrir pour moi. C'est un tough. Non, dans le fond, c'est parce que si tu dis qu'il y a un ange gardien, mettons, qui te montre le chemin, tu vas probablement finir droite, mais moi, je faisais tout le temps des courbes de même, fait que c'est lui qu'il fallait qu'il me suive. Non, mais les Noirs qui t'ont aidé, c'était un ange gardien, ça? Oui, non, exact. Non, écoute, j'ai été super chanceux sur ce shot-là. Ça, c'est une des fois. Même eux autres, ils t'ont permis de travailler aussi, de gagner de l'argent là-bas? Non, c'est qu'est-ce qui est arrivé ensuite, c'est qu'il me restait quelques dollars. Il me restait quelques dollars. Puis je me suis ramassé un restaurant le matin après avoir eu mes pneus sur ma voiture. Ben là, je me suis ramassé un Denny's, qui est un genre de restaurant là, pour déjeuner. Puis j'ai rencontré une fille russe qui m'a dit que l'hôtel où elle demeurait, que la gérante avait besoin de quelqu'un pour faire des rénovations. Fait que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion d'aller voir cette femme-là pour voir si elle pouvait me donner une chambre ou je pouvais rester à l'hôtel puis travailler en même temps. Parce que c'est ça que j'avais fait en Floride quand j'avais passé 3 mois en Floride. C'est ça que j'avais fait. J'avais travaillé pour un motel dans le fond, puis je faisais les rénovations de l'hôtel, puis le gars il m'avait donné une chambre, puis je pouvais rester là. T'sais. Fait que j'ai cru pouvoir peut-être faire la même chose avec elle, prête à commencer les travaux tout de suite. Donc on n'a pas pu commencer les travaux. Finalement, après m'avoir dit non, on n'a pas d'ouvrage en ce moment, peut-être le mois prochain, ben je suis retourné au Denny's à reparler à la Russe. Puis c'est là qu'il y avait une personne à côté de moi qui était assise à côté de moi après prendre un café, qui me dit tu te cherches une job? Je dis oui, je me cherche un emploi. Il dit ben là, j'ai un de mes amis qui est contracteur en peintre. À ce moment-là, tu vas pouvoir travailler pour lui, viens-t'en avec moi. Es-tu capable de me suivre avec ta voiture? Je dis ouais, mais j'ai plus de gaz dans ma voiture. Là. J'ai vraiment là. Fait que tu dis, fais-toi-en pas, on va arrêter à la station de gaz puis je vais remplir ta voiture de gaz. Fait que je dis c'est parfait. Fait que ça, c'en était un autre qui était là sur mon chemin. Puis that's it. Donc il m'a amené une place où est-ce que c'est un Coréen. C'était un groupe de Coréens qui avait une compagnie de construction de peinture en bâtiment. Puis eux engageaient des Mexicains pour travailler. Donc, tu avais les Coréens qui étaient les patrons, puis tu avais les Mexicains qui étaient les employés. Fait qu'il n'y en avait pas un qui parlait anglais. Donc, quand il m'a engagé, le gars, c'était parce que je parlais anglais, j'étais bilingue. Puis, il m'a dit tous les problèmes qui surviennent avec les travaux qu'ils font, bien, c'est toi qu'il faut qu'ils t'organises pour pas que les clients nous poursuivent en cours. Donc, c'était vraiment troubleshoot, là, où est-ce que j'avais des situations où est-ce que il fallait que j'aide les gens à repeinturer des murs et tout ça parce qu'il avait mis la mauvaise couleur ou ces choses-là. Donc, il m'a engagé sur le champ. Mais lui, après avoir travaillé 2-3 jours pour lui, il n'a pas voulu me donner d'avance. En tout cas, c'était compliqué son affaire. Puis finalement, ça faisait peut-être une semaine que je travaillais pour lui, puis je dormais dans ma voiture. J'allais prendre ma douche là, à Muscle Beach, à Venice, Californie. Puis au bout d'une semaine, mais j'ai pensé que je vais aller retourner voir la femme de l'hôtel. Fait que quand elle me vu arriver, salut Eric, puis j'étais plein de peinture. Fait qu'elle me dit, t'as trouvé un emploi? Je dis, oui. Fait qu'elle dit, tu couches dans ton auto? Je dis, oui. Ben, elle dit, viens rester ici. Fait qu'elle m'a donné une chambre, elle était super fine, elle m'a donné une chambre. Puis à ce moment-là, peut-être une couple de jours plus tard, le tremblement de terre est arrivé à San Francisco en 1989, je crois. Le gros tremblement là, qu'on a entendu parler. Oui, c'est le tremblement qui a eu lieu pendant la série mondiale.
chance du monde, la série mondiale a eu lieu entre Oakland et San Francisco. Donc, les deux équipes de les lignes majeures du baseball dans la même région, ça a eu lieu là, le tremblement de terre, à 5h10 l'après-midi. Puis à 5h10 l'après-midi, d'habitude, c'est bumper à bumper sur toutes les autoroutes. C'est le gros trafic. Mais à cause de la série mondiale était entre les deux de la même place, bien, tout le monde était sur leur écran de TV à regarder la série mondiale. Donc, ça a comme éliminé beaucoup d'accidents qu'il y aurait pu avoir ou de morts. Beaucoup de morts. Ouais, non, c'est assez grave. Les autoroutes là, se sont aplaties un sur l'autre et tout. Là. Donc, moi, à ce moment-là, comme je te dis, j'étais à Los Angeles. J'ai passé un autre 2 semaines à Los Angeles, puis ensuite, je suis parti à San Francisco, parce que, pour aller travailler dans la construction, évidemment, parce que j'étais sûr qu'il y aurait besoin du monde là, pour aider les gens. Mais tu sais, tout ce que tu as vécu, tous les petits travaux que tu as eus quand tu étais plus jeune, t'ont conduit où ce que tu es aujourd'hui parce que tu as toujours trouvé des solutions pour que ta vie soit plus facile, mais pour te sortir de tous tes patterns. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Éric le chat. Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'est juste de dire que, c'est quoi qui arrive, il y a tout le temps une étoile, il y a tout le temps de quoi qui va arriver, où est-ce que tu vas avoir un choix. Tu as un choix de continuer ou non. Puis, regarde, je suis arrivé à San Francisco, puis la première personne que j'ai rencontrée, ben non, pas la première, la troisième personne que j'ai rencontrée, la journée que je suis arrivé à San Francisco, je l'ai mariée. Puis elle, je l'ai rencontrée au mois de novembre. Je l'ai mariée au mois de décembre, puis au mois de février 1990, elle était enceinte de jumelles. Puis j'ai eu mes filles, on a eu nos filles, pas moi, mais elle a eu les filles au mois de septembre 90, qui a été un beau cadeau de la vie. Mais c'est un autre, beaucoup d'ouvrages, des jumelles. Là. D'autres préoccupations qui embarquaient dans ta vie? J'ai resté en Californie jusqu'en 2010, non, jusqu'en 2000. Ça veut dire de 1989 à 2000, j'étais en Californie. On est resté à San Francisco. Ben, j'ai commencé à Los Angeles, après ça à San Francisco. Puis après ça, on est resté à Mount Shasta. Mount Shasta, c'est une petite ville, un petit village de McLeod. C'est un ancien camp de bûcherons qui ont transformé ça en petit village. Il y a une grosse scierie qui était là dans le temps. Puis c'est vraiment là, pour ceux qui ne connaissent pas la Californie, il y a plus de neige qu'au Québec à cette place-là. Donc moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait bien d'être dans la neige, tu sais. Toi qui n'aimes pas l'hiver. Mon rêve, c'était les palmiers, puis je me ramasse dans la neige, tu sais. Fait que il a fallu que je change de carrière à ce moment-là, fait que j'ai laissé aller la construction, parce que je restais vraiment dans un petit village où je pouvais pas réellement trouver beaucoup de travail. Donc, j'ai décidé de m'en aller comme camionneur, parce que je pouvais avoir ma base, ma maison là. Puis ensuite de ça, ben, le bureau pour qui je travaillais, il était à Springfield, au Missouri. Donc, j'étais chauffeur de camion pendant, mettons, de 1995 à 2000. Fait que finalement, c'est ça qui m'a amené à la Californie. Je suis retourné au Québec. J'ai eu garde partagée de mes filles, un an au Québec, un an en Californie. Ensuite de ça, quand ils ont eu 18 ans, il a fallu qu'ils fassent un choix aussi qu'ils voulaient rester. Ils ont choisi de rester en Californie. Je me suis ramassé au Québec avec vraiment rien, aucune responsabilité, sauf moi-même. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de m'en venir au Mexique. Puis c'est depuis ce temps-là que je suis au Mexique. C'est bon. Mais tout ça t'a conduit à créer d'autres choses au Mexique. Tu as eu un projet Cozumel qui t'a fait rencontrer la femme de ta vie, ta nouvelle épouse. Oui, ouais, ben c'est ça. Moi, je suis arrivé à Cozumel. Ben ça part. C'est une autre histoire d'une demi-heure. Résumé, j'ai inventé un produit qui s'appelle Motoflex. C'est un essuie-visière pour casse de moto. J'ai passé au show Dragon's Den. J'ai pas réussi à vendre le produit, mais j'ai réussi à avoir un montant d'argent qui m'a permis d'aller acheter une business, soit au Costa Rica ou au Mexique. J'ai acheté une business à Cozumel. Ça n'a pas réellement fonctionné. Le propriétaire a décidé de vendre à quelqu'un d'autre à la dernière minute. Ensuite de ça, j'ai resté à Cozumel pendant le 6 mois qui m'était permis de rester à Cozumel.
pendant que j'étais à Cozumel, j'ai découvert qu'il y avait un gros problème de plastique dans les océans, que la plupart des plages au monde, il y avait beaucoup de problèmes de plastique. Donc, j'ai décidé de partir un projet environnemental, de nettoyer les plages de débris de plastique et de les transformer en objets d'art. Parce que j'avais rencontré une fille qui était professeure d'art à Monterrey, au Mexique. Et elle a décidé de... j'ai demandé de fabriquer des choses avec les objets de plastique. Ce qu'elle a fait. Ensuite de ça, je suis retourné au Québec. J'ai fait un organisme à but non lucratif qui s'appelle Treasure the World. Puis j'ai commencé le projet à Cozumel en 2008. 2008, j'ai commencé le projet à Cozumel. Je l'ai fait pendant 2 ans. Puis dans l'entremise de ce projet-là, j'ai rencontré une fille sur Facebook qui voulait aider le projet. On s'est mariés, puis elle est venue à Cozumel avec moi, puis elle n'a pas vraiment aimé Cozumel. Donc je me suis ramassé à Cancun à ce moment-là. Parce qu'elle venait de Cancun? Non, elle venait de Saltillo, Coahuila, qui est dans le nord du Mexique, près de Monterrey. Puis qu'est-ce qui t'a fait choisir d'aller vivre à Cancun? C'est juste les circonstances qui ont fait que c'était là que je pouvais aller. Puis le travail aussi que j'ai décidé de faire, qui est Nexus. J'ai travaillé pour Amstar, j'ai travaillé pour Vacances Air Canada. Mais entre Amstar et Vacances Air Canada en 2015, j'ai travaillé pour une compagnie ma job, c'était de trouver des clients. Donc, j'ai réussi à trouver des agents de voyage et tout qui voulaient utiliser mes services. Et à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis en 2017, quand j'ai commencé pour Vacances Air Canada, j'ai gardé ma clientèle avec moi. Donc, j'ai des vannes qui font le travail. Moi, je le fais une fois de temps en temps. Je vais faire des clients moi-même avec ma voiture personnelle. Mais la plupart du temps, disons 80%, c'est des vannes là, qui vont à l'aéroport chercher les gens et tout. Parce qu'à un moment donné, le monde aime mieux ça. Là, je me prépare à justement aller chercher tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire une expansion par rapport à chercher des clients de l'Europe, chercher des clients aussi du marché latin et tout. Là. Mais c'est quelque chose qui me permet de faire mes propres heures dans un sens, parce que s'il faut que je ramasse quelqu'un à 3 heures du matin, bien, c'est pas vraiment mes propres heures. Là. Mais ça me permet de rencontrer beaucoup de gens, de jaser. Je raconte tout le temps la même histoire anyway, fait que c'est le fun. Tu rencontres... C'est jamais les mêmes personnes. Oui, c'est ça, c'est jamais les mêmes personnes. Fait que je peux raconter mon histoire tout le temps. Mais c'est ça, moi je connais des gens qui ont utilisé les services d'Éric, puis ils trouvent ça vraiment sympathique, vraiment agréable de faire la route avec toi parce que tu as plein d'histoires à raconter sur le pays, sur ta vie. Une personne beaucoup volubile, quoi. Je connais pas le mot, mais oui. Ça veut dire qu'il parle beaucoup. Je parle beaucoup. J'essaie, c'est parce que c'est un mécanisme de défense de parler toujours, de ne pas avoir un moment de silence entre deux personnes. Raconte. Par rapport aux abus. Dans le sens que si tu parles, il ne t'abusera pas. Tu as développé ça dans ton enfance? Exact. Ah, on vient d'en savoir un peu plus de tes techniques pour avancer. C'est Freud, là. Je suis sûr que c'est dans des livres quelque part là, de psychologie. Là. Le comportement infantile. Voilà. C'est comme ça que tu t'en es sorti quand tu étais à Los Angeles avec les Noirs? Exact. Des fois, on dit que la parole... Non, la parole est d'argent et le silence est d'or. Oui, exact. Mais moi, non, c'est le contraire. Bien, moi, j'aime beaucoup ton histoire. Je la trouve inspirante. Je trouve que après tout ce que tu as traversé, les problèmes et tout, tu t'en es sorti gagnant, avec beaucoup plus de courage, de force, d'estime et de confiance de toi pour en être rendu là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vivent des difficultés aujourd'hui pour les inspirer encore plus? Je peux dire aux gens, c'est de jamais lâcher prise. Souvent, c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est comme un travail, exemple. Tu travailles pas... Souvent, tu travailles pas parce que tu aimes ça, c'est parce que tu es obligé. T'sais. Puis vivre, ben, tu es obligé d'être ici. C'est dans le sens que oui, tu peux mettre fin à tes jours quand tu veux, mais j'ai toujours trouvé ça lâche. J'ai des amis qui ont pensé au suicide ou qui se sont suicidés. Puis j'ai tout le temps cru que c'était une manière très facile
d'en finir. Tu sais, c'est comme, t'es lâche, là. Comment tu peux être rendu à ce point-là? C'est sûr que toi, après tout ce que tu as traversé, tu es encore là aujourd'hui, puis tu aurais pu mettre fin à tout ça beaucoup de fois. Ouais, exact, mais c'est jamais quelque chose que j'ai pensé. Tu sais? Mais ça dépend de la force que tu as en toi aussi. Tu sais, il y en a qui n'ont pas des âmes solides. Le mot de la fin que tu dirais aux gens pour les inspirer. Lâche pas la patate. C'est drôle. Vous voyez qu'il y a un grand sens de l'humour. L'humour t'a aidé à sortir de plusieurs difficultés aussi. Hein? Oui, exact. Puis quand tu regardes, exemple, les plus grands comédiens de ce jour, qui sont dépressifs et tout, c'est probablement pourquoi le chemin de l'humour les a amenés aujourd'hui. Sauf un, là, c'est quoi son nom, là? Il a fait le clown à l'hôpital. Là. Robin Williams. C'est dur de voir que ce gars-là, il était comique au bout, mais qu'il était pris de dépression. Ben, il était souffrant, il avait une maladie. Ouais. C'est vraiment fou quand tu penses à des choses de même. Puis c'est parce que j'ai jamais. Tu sais, quelqu'un qui me dit ah, je suis dépressif. Puis j'ai jamais vraiment cru que c'était au point que c'était physique. Ou est-ce que tu étais comme vraiment là, à terre, là, puis tu ne pouvais pas rien faire. Puis tout, tu sais. Fait que c'est sûr que tu peux être dépressif, mais. Ça dépend de chacun comment il voit les choses, puis on ne peut pas les juger. Et moi, j'aimerais terminer en te remerciant de tout cœur d'avoir passé du temps avec moi, de m'avoir fait rire, de nous raconter tes mésaventures de vie, tes histoires très enrichissantes. Et ça nous apprend que dans la vie, quand on n'a pas subi de sévices comme toi, on a eu une belle vie. Plus facile, en tout cas. Et comment les gens ils peuvent te rejoindre s'ils veulent utiliser tes services de transport ou touristiques ici dans le secteur Quintana Roo? Éric Monpain, Monpain. Allez me voir, là, vous allez voir, je suis le seul dans le monde, anyway. Fait que ça ne sera pas difficile de me trouver sur Facebook ou sur Messenger. C'est la façon plus facile de me trouver. Et ton WhatsApp, parce qu'on travaille beaucoup avec WhatsApp ici au Mexique. C'est quoi le numéro? Là, c'est le 998-227-7800. 998-227-7800. Bien, je te remercie beaucoup, Éric. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Éric est un clown aujourd'hui. Et ce fut très difficile de commencer l'entrevue avec lui parce que je riais au larmes. Donc, c'est pour ça que durant l'entrevue, s'il lance ses jokes puis je ris, bien. Parce qu'on s'amuse, on s'amuse. Il faut s'amuser aussi. Puis le secret d'une vie mentale saine, équilibrée aussi, c'est l'humour. Puis le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus d'humour. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis à elle, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis à lui, il faut que tu fasses attention. Hey, je trouve ça tellement, tellement triste, ce qui arrive aujourd'hui avec l'humour, avec n'importe quoi, si tu n'as pas la même pensée que l'autre, puis tout. Mais, ça fait partie de la vie aujourd'hui. Puis, exactement. Mais, mais c'est à nous de faire nos choix aussi. On rit entre nous, puis on s'en voudra pas, là, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un respect. Si on se tient avec les autres, le respect est bien important. Non, mais le respect de la personne, pas rire d'elle. La personne qu'on rit d'elle? Oui. Non, on devrait pouvoir rire de tout le monde. Non. Comme qu'on pourrait rire de nous autres mêmes. Oui, on peut rire de nous, mais on peut pas rire de notre personne dans sa face. Le gros là-bas, là, sur sa bicyclette. Il sait pas, on peut rire. Premièrement, il n'était pas gros. En tout cas, tu nous as résumé ta vie, Éric, puis malgré tout ce que tu vis dans la vie, bien, tu peux t'en sortir avec un bon mindset, puis avec le courage, puis avec la force et la volonté de vouloir avancer. Puis je pense que ça définit bien ton parcours parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de guts et de courage. Hein? Je te souhaite beaucoup de succès dans tes nombreuses années à venir encore, puis je suis certaine que tu vas sortir gagnant de toutes tes épreuves ou de tout ce que tu vas vivre. Et je te remercie. C'est moi qui te remercie, puis on reprendra le temps pour la série numéro 2.
Ouais, je suis certaine que tu auras encore beaucoup d'histoires à raconter. Exact. Alors, Éric Monpin, si vous avez besoin d'un guide ou d'une personne qui peut vous divertir ici en vous montrant des beaux coins touristiques ou qui peut aller vous reconduire ou chercher à l'aéroport, un nom, Éric Monpin. Alors ici Cathy, à Playa del Carmen, je vous dis merci beaucoup d'être à l'écoute de mes entrevues inspirantes. Éric s'est levé parce qu'il était fatigué d'être assis. Mais moi, je vous embrasse. Je vous invite à liker ma chaîne YouTube et à me suivre et à partager cette entrevue pour inspirer des gens qui aujourd'hui en ont besoin. Alors, je vous embrasse et je vous dis ciao. Ciao.